Bonjour, bienvenue à cette seconde partie de la formation dédiée à HAL, qui est une formation avancée et qui va nous permettre d'aborder surtout la question de la gestion bibliographique et surtout de ses identifiants. Donc pour commencer, tout d'abord, accéder à HAL, tout simplement, en tapant, comme on l'avait expliqué dans la première partie, dans Google HAL. Par exemple, ici, je tape HAL tout court et je vais accéder ainsi à l'interface de HAL automatiquement. Voilà. Donc là, je vais me déconnecter puisque je me suis déjà connecté auparavant. Et il faudra juste vous reconnecter pour... Attendez, ça bug un peu. Donc voilà. Vous vous déconnectez, moi je vais me reconnecter, vous vous reconnectez, vous mettez toujours vos logins et vos mots de passe. Et si vous l'oubliez, n'oubliez pas que si vous oubliez votre login, il y aura toujours le petit élément où il vous demandera tout simplement l'adresse mail associée à votre compte pour vous transmettre un mail avec le login. Et si vous avez votre mot de passe oublié, là, ça ne sera pas l'adresse mail qui sera demandée, mais le login. Donc dans les deux cas, soit si vous avez oublié les deux, bah, vous commencez par celui-là, puis par celui-là. Si vous avez juste le mot de passe, vous passez par le mot de passe. Donc voilà. Et je clique sur connecter. Donc là, on va partir du constat que vous avez déjà déposé des notices dans HAL, au moins un ou deux, parce que pour créer un identifiant, il faut tout d'abord avoir déjà un dépôt réalisé dans HAL. Si vous n'en avez aucun, vous ne pourrez pas utiliser l'identifiant. Et même cette seconde partie ne pourrait pas vous intéresser puisque c'est surtout la partie gestion bibliographique. Donc pour cela, pour créer un identifiant, nous allons dans Mon espace, Mon profil, tout simplement, et on va aller dans Information de mon profil. Juste ici, vous avez mon idéal, là, et là, vous avez déjà un idéal qui a été créé. Mais si vous n'en avez pas, il y aura tout simplement un petit bouton où il y aura écrit « Créer mon idéal ». Donc je clique dessus, et dans un premier temps, il va vous demander un idéal et différents types d'informations. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec l'identifiant idéal, c'est que c'est un identifiant unique et pérenne qui va être associé à votre compte. Donc vous avez votre compte qui gère en quelque sorte votre profil sur HAL, mais votre idéal va surtout permettre à la machine, en quelque sorte le portail HAL, ainsi que les différents administrateurs, modérateurs et gestionnaires, de vous identifier comme auteur. Donc cela signifie que vous donnez comme explication, vous expliquez tout simplement que toutes ces publications, tous ces noms qui existent, par exemple Adib Kassas, Adib Kassas, ou par exemple A Kassas, ainsi de suite, ou même par exemple Mohamed Adib Kassas, ou M Adib Kassas, tous ces différents noms, par exemple, qui sont différentes formes qui apparaissent dans HAL, eh bien la machine prend en compte ces différents noms comme différentes formes possibles, donc différentes entités pour lui, mais avec l'idéal, justement, l'idée c'est de récupérer tous ces noms, de les associer à votre idéal et de se dire nom machine. Ces identifiants, toutes ces formes qui sont variées sont une seule et même personne, celle Adib Kassas, qui est l'entité humaine, en quelque sorte, qui existe dans le monde véritable. Donc l'idéal. Donc à la différence par exemple d'une code de la sécurité sociale qui est composée de lettres et de chiffres, l'idéal va surtout se constituer avant tout de prénoms et de noms pour permettre et faciliter l'identification. L'identifiant, comme le login, ne pourra plus être modifié. Donc restez le plus simple possible. Hein. Soit vous mettez par exemple nom, prénom, prénom, nom, avec un tiret au milieu. Le point ne fonctionne pas. Si vous mettez un point, elle sera retirée et tout sera collé. Mais vous pouvez par exemple utiliser l'initiale collée à votre nom de famille. Par exemple, ça pourrait être le cas pour le mien, au lieu de Adib-Kassas, ça pourrait être A Kassas, et ainsi de suite. Donc restez le plus simple, et même si vous allez changer de nom dans les années à venir, il n'y a pas de souci, votre idéal restera le même. Bon, bien sûr, si ça pose souci, à ce moment-là, il faudra peut-être recréer un nouveau compte HAL et associer un nouveau idéal. Mais ça, il faudra plutôt communiquer ces informations-là et faire la demande auprès de l'administrateur et des développeurs du CCSD.
Donc vous avez créé un idéal qui ne pourra plus être modifié. Vous pouvez, si vous le souhaitez, associer votre idéal à un identifiant ORCID. Un identifiant ORCID qui est la même chose, qui est un identifiant unique et pérenne, et qui va être associé à votre compte. L'identifiant ORCID, de quoi il s'agit, on va voir juste après, mais c'est un élément assez utile, utilisé au niveau international, qui permet justement d'identifier un chercheur dans les vastes bases de données qui peuvent exister, que ce soit Scopus chez Elsevier, qui est un éditeur américain, ou par exemple auprès de d'autres bases de données comme Web of Science, HAL, Google Scholar et ainsi de suite. Et de vous identifier comme auteur. En quelque sorte, ORCID va être un hub. Vous pouvez aussi, et ça c'est facultatif, de même que l'ORCID est également facultatif, vous pouvez proposer d'autres identifiants chercheurs qui ne sont pas importants dans notre cadre, puisque ORCID va être utile pour récupérer des informations. Ici, c'est surtout pour le mettre en valeur dans ce qu'on va appeler le CVAL, qui est en quelque sorte une page qui va récupérer la liste de toutes vos publications. Et dans cette liste, eh bien, vous pouvez avoir d'autres éléments d'information, comme par exemple les identifiants. Dans mon cas, par exemple, j'ai précisé Researcher ID, qui est un identifiant lié à Web of Science, mais je pourrais par exemple préciser un identifiant lié à Archive, VIAF, ISNI et ainsi de suite. Donc dans notre cas, ce n'est pas très important et ce n'est pas l'objet de ce cours. Vous pouvez préciser aussi d'autres liens, par exemple des URL de sites ou de réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez mettre le lien vers votre blog, vers votre page Academia, Google Scholar, ResearchGate, Twitter, LinkedIn, Google et ainsi de suite. Ça peut être très utile par exemple si vous souhaitez en une seule page faire basculer votre liste de publications de HAL vers la liste, par exemple la liste de vos publications sur Google Scholar, Academia ou par exemple sur votre compte Twitter ou page LinkedIn de votre CV. Voilà. Mais donc tout ça, en fait, n'apparaîtra que sur le CVA. L'élément le plus important, c'est surtout ici. Cet outil forme auteur associé à votre idéal. En fait, vous voyez ici, par défaut, en fait, quand vous allez créer votre idéal, il n'y aura rien, ça sera un vide. Ici, étant donné que j'ai déjà créé mon idéal, il y a une forme qui est associée. C'est pour ça qu'il est important de prendre en compte qu'il faut nécessairement associer avoir déjà fait un dépôt pour pouvoir associer une forme à votre idéal. Mais par exemple, imaginons qu'il n'y ait rien. Voilà. Par exemple, si j'enregistre, en fait, techniquement, ça ne peut pas fonctionner. Il faut forcément avoir, vous voyez, aucune forme auteur n'a été sélectionnée. Il est important d'associer une forme auteur. Donc il doit y avoir forcément un dépôt. Donc si je veux, par exemple, il faudra que je lance une recherche. Restez le plus simple, prenez Cassas, par exemple, nom de famille, et mettez, par exemple, l'initiale. Parce que si je mets juste Cassas, bien, je vais avoir là l'ensemble des noms existants dans HAL. Par exemple, il y a un Cassas A, Cassas Ahmad, Cassas Nawal, Cassas Mohamed, Dina, et ainsi de suite. Et voilà. Et nous, l'objectif, c'est plutôt de préciser Cassas Adib. Par exemple, il n'en a trouvé aucun. Alors là, le problème vient surtout du fait que c'est un mémoire qui est associé. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de souci. Il faudra juste que je ne l'associe pas. Mais par exemple, si cet auteur-là, eh bien, il s'agit de moi, il pourrait s'agir de moi, il pourrait s'agir d'Adib Cassas, mais je ne peux pas le vérifier. Pour cela, si je veux le vérifier, je vais vous le montrer, il faudra juste cliquer sur ce petit carré qui vous permet de consulter les documents associés à cette forme. Donc vous cliquez et vous avez la liste des publications. Donc par exemple, là, ça pourrait s'agir du mien. Si je veux voir la notice, j'ai juste à cliquer sur l'identifiant de la notice qui va m'ouvrir un nouvel onglet avec dans une nouvelle page. Donc là, par exemple, l'Université de sciences appliquées de Cherbourg, donc il ne s'agit certainement pas d'une publication à moi, donc eh bien, je ferme, je ne l'associe pas. Mais si par exemple, il s'agissait bien d'un dépôt réalisé par moi, eh bien, il s'agirait plus que de faire plus pour le faire remonter. Et je clique dessus pour le refermer. Voilà, ouvert, fermé. Donc voilà. Et si je faisais la même chose, par exemple pour Ahmed, voilà. Si je cliquais par exemple, si je décochais de tout et que je cochais que sur un seul, me disant voilà, celui-là, il s'agit bien du mien, eh bien en faisant plus, voilà, il n'y aura que ce dépôt-là qui va être associé
à mon identifiant Adib Kassas. Ensuite, il va s'agir de choisir par défaut la forme dans laquelle va apparaître mes publications. Donc en fait, toutes mes publications vont porter le nom de A Kassas ou de Kassas Ahmed si je choisis l'un par défaut. Donc voilà. Donc là, voilà. Donc là, je sais que tout le reste, ce n'est pas moi. Donc je le ferme, je laisse comme ça. Et vous avez ici deux noms associés, deux formes associées à mon nom, Adib Kassas. L'un sera en vert, qui sera Kassas A, et l'autre sera en rouge, tout simplement, en jaune, pour dire tout simplement que ce nom-là est associé à une autre forme qui s'appelle Kassas A. Ça peut être intéressant, par exemple, de conserver les différentes formes, puisque aucune forme n'est fusionnée, parce que, voilà, dans le parcours, il peut y avoir changement de nom, soit par mariage, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et quand vous avez terminé, vous enregistrez. Voilà. Bien sûr, ce travail-là, à partir du moment où vous avez juste fait ce travail-là, il faudra revérifier plusieurs fois si d'autres formes n'ont pas été créées par d'autres chercheurs, ou vous pouvez demander à un administrateur qui fera le travail de nettoyage. L'administrateur ou le gestionnaire peut associer des formes auteurs à un idéal, mais ils ne peuvent pas créer d'idéal à la place de l'auteur. Ça, c'est à l'initiative du chercheur. Donc là, je vais pas, il suffira juste d'enregistrer. Je n'enregistre pas, donc je vais annuler, je reviens en arrière. Donc voilà. Donc techniquement, si je reviens, c'est toujours le mien. Voilà. Alors, si je n'ai pas retrouvé Akassas, c'est parce que cette publication-là, il s'agit avant tout d'un mémoire. Et le mémoire n'est pas connecté à HAL. Ensuite, vous pouvez créer, si vous le souhaitez, un CVHAL qui va vous permettre, par exemple, d'avoir la liste des publications. Pour vous montrer un exemple, si je tape cv.archive, voilà, et que je mets un idéal, par exemple celui d'un chercheur d'Ibisque, Amin Chelali, voilà, eh bien je vais tomber tout simplement sur son CVHAL, où vous voyez qu'il y a un intitulé, le nombre de publications présentes dans HAL, juste ici, ensuite la liste de ces publications, donc vous voyez, articles, communication, direction d'ouvrage, rapport, et ainsi de suite. Et des widgets avec la photo, les disciplines et les mots-clés. Et tout ça a été créé en moins de quelques minutes. Il n'y a même pas besoin de passer 3/4 d'heure. Et si par exemple j'avais mis Adib-Kassas, en fait, comme je n'ai pas créé de CVHAL, en fait, ça va surtout lancer le moteur de recherche de HAL. Et donc, il va surtout fournir la liste des résultats. Et donc, en quelque sorte, la liste de mes publications simples. Il n'y aura pas de mise en page. Donc là, le problème, c'est que la moulinette tourne très lentement parce qu'en fait, il ne trouve pas de publication, tout simplement. Mais par exemple, si j'avais fait la même chose avec, imaginons, Olivier Kemener, on verra par exemple, je n'aurai pas le CVA d'Olivier Kemener, bon, sauf là maintenant, vu que Olivier Kemener, on a fait la formation hier, il a créé son CVA, donc voilà, très rapidement même, c'est parfait. Mais par exemple, en fait, tout simplement, si je mettais le CVAL d'une autre personne, bah, je tomberais plutôt sur la liste des résultats. Donc voilà. Donc si je crée un CVAL, il suffit juste de cliquer mon CV, créer mon CV. Ensuite, il faudra préciser le titre de votre CV, donc qui va s'agir en fait, voilà, par exemple, pour vous montrer le meilleur exemple, c'est Amin Chelali. Vous pouvez mettre, par exemple, dans notre cas, Amin Chelali. Par exemple, il y en a d'autres qui ont précisé plutôt d'autres intitulés. À vous de voir comment vous souhaitez mettre en valeur vos publications. Par exemple, ce professeur-là a surtout mis publication de Grégoire Tosser. Donc voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre du contenu. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc si vous mettez du contenu, ça peut ressembler, par exemple, dans le cas d'un ingénieur de recherche, ça peut être soit une introduction très simple de quelques lignes de votre travail, ou de ce qui vous êtes, ou par exemple, dans le cas de Alain Pichon, bah, tout simplement de faire en quelque sorte un curriculum vitae
avec vos compétences, vos domaines d'expertise et ainsi de suite. Et en fait, pour rédiger ça, c'est un bête éditeur de texte. Donc par exemple, je mets, voilà, avec, voilà, je peux mettre par exemple ici celui-là en titre 1, et voilà. Et ainsi de suite, je peux même mettre des listes tranquillement. Et ça va apparaître dans mon CV. Mais donc ça, c'est pas obligatoire. Le titre est obligatoire, hein, cependant. Donc ça, je vous encourage surtout à mettre votre nom-prénom. Vous pouvez faire mettre nom-prénom, et même, par exemple, pour Grégoire, mettre votre poste où vous êtes. Par exemple, IDHE, LAMB, LM2E, et ainsi de suite. Donc à vous de voir. Ici, vous avez les thèmes. Donc, si vous avez une couleur particulière, en fait, ça va surtout changer la couleur, soit Galaxy, soit par défaut, soit taupe. Et si vous avez des compétences en CSS, donc HTML, CSS, donc surtout dans la mise en forme, vous pouvez travailler l'apparence de votre CV, mais ça, il faut avoir des compétences d'HTML, CSS. Donc, il faudra surtout demander l'avis et le travail d'un web designer. Ensuite, l'élément le plus important, ça sera surtout type de document affiché et les widgets qui vont surtout permettre l'affichage de vos publications et des widgets juste à côté. Donc dans un premier temps, je vous encourage à décocher tout, puisque tout est décoché par défaut. Parce que si vous laissez tout coché, en fait, vous allez surtout avoir des boîtes qui vont rester vides. Avec par exemple, très peu de chances que vous ayez des cartes ou par exemple... voilà, c'est surtout les cartes, par exemple, si vous ne faites pas de cartes, qui vont apparaître en vide. Donc je vous encourage plutôt à décocher et à cocher que ceux que vous savez que vous avez publiés dans ce type de publication. Par exemple, article dans une revue, communication, poster, pourquoi pas, chapitre d'ouvrage. Et si par exemple vous avez déjà votre thèse qui est présente dans HAL, vous pouvez taper thèse ou HDR si vous êtes par exemple professeur ou maître de confé. Donc voilà, et des rapports. Et bien sûr, vous pouvez déplacer tout simplement. À vous de voir comment vous voulez organiser vos blocs de documents. Par exemple, est-ce que vous souhaitez qu'en premier lieu, il y ait les CV qui apparaissent, comme c'est le cas de Amin Chilali, ou par exemple, c'est le cas de Monsieur Pichon, de mettre... ah non, c'est plus le cas, mais par exemple, de le faire plutôt, de mettre thèse, rapport en premier. Donc par défaut, c'est généralement articles et communication qui sont les deux éléments les plus importants. Vous ne pourrez pas modifier malheureusement la liste des publications à l'intérieur des box, dans l'ordre donc des publications dans les box, qui sera toujours par date de publication, donc par ordre décroissant, donc la dernière publication déposée dans HAL. Donc voilà. Et ensuite réorganiser, si par exemple c'est dans le même mois ou dans la même année, eh bien réorganiser par ordre alphabétique. Donc voilà. Donc vous avez précisé ça. Ensuite, vous pouvez rajouter des widgets qui sont automatiques. Soit vous avez déjà mis une photo et vous cliquez sur photo pour qu'elle apparaisse. Si vous cliquez sur discipline, eh ben, ça va récupérer tout simplement, comme pour les mots-clés, les co-auteurs, les affiliations, nom de revue et date de production, eh bien, récupérer les informations par rapport à vos publications dans HAL. Par exemple, pour Amin Chilali, on sait qu'il y a 45 publications associées aux disciplines de l'informatique interface homme-machine et une publication associée à l'intelligence artificielle. Les mots-clés qui apparaissent le plus, ça peut être intéressant, ça montre clairement quels sont vos domaines de travail. Par exemple, on voit clairement que pour Amin Chilali, c'est surtout la communication, les environnements collaboratifs virtuels, donc les objets 3D, et ainsi de suite. Les co-auteurs avec qui il publie le plus, par exemple, qui travaillent énormément avec Cédric Dumas, Caroline Kao, Samir Othman, et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez même remplir d'autres éléments. Si vous avez rempli dans votre compte idéal, sur votre interface idéale, par exemple l'identifiant chercheur, réseaux sociaux, qui peuvent être très utiles, vous voyez là, réseaux sociaux, qui permettent d'accéder donc à des nouvelles pages si vous avez créé par exemple une page LinkedIn. C'est le cas de notre cher Amin Chilali. Ça peut être le cas par exemple si vous avez créé aussi une page Google Scholar. Et bien sûr, une page Academia. Donc voilà. Donc ça peut être très intéressant pour valoriser aussi d'autres aspects. Également,
Il y a aussi des éléments qui peuvent être très très utiles, et ça je vous encourage à le cocher, surtout si vous n'avez pas mal fait de publications, exporter les publications affichées. Ça veut dire que tout ce que vous avez là, eh bien, il peut être exportable sous des formats comme BibTeX, si vous travaillez sur du LaTeX. Et donc là, bon, bah, vous gagnez du temps si vous devez fournir un BibTeX à votre laboratoire, ou EndNote, ou CSV, si vous voulez retravailler dessus. Et même PDF, si vous ne voulez pas vous casser la tête et fournir directement les données à quelqu'un rapidement. Sinon, le plus simple aussi, c'est juste renvoyer le lien, ce lien-là. Donc voilà, le CSV était en train de télécharger, et là vous avez le PDF. Alors bien sûr, le style bibliographique restera toujours le même, hein, auteur, titre, nom de la revue, l'éditeur, le pays de l'éditeur si c'est précisé, l'année, numéro page, volume, numéro page, et le DOI, qui permet d'accéder directement à l'article de la revue, et le numéro de notice dans HAL, qui permet d'accéder directement à la notice. Et vous avez même toujours, et ça sera toujours le cas, si le document est déposé, vous avez accès au PDF. Mais sinon, dans le cas contraire, vous n'aurez pas accès. Par exemple, c'est le cas de cet ouvrage-là. Donc voilà, et ici vous avez les années, les noms des revues dans lesquelles il a pu le publier, et leur kit qu'on va justement voir. Donc voilà. Et quand vous avez fini, vous enregistrez. Bien sûr, tout ça peut être modifié à n'importe quel moment. Je l'explique et je le répète, hein, vous pouvez à n'importe quel moment modifier, sauf changer l'idéal. C'est le seul élément que vous ne pouvez plus modifier. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est à retenir. Donc quand vous avez fini, que vous avez créé votre idéal et votre CVAL, vous avez en quelque sorte la possibilité de gérer toutes vos publications dans une seule page et de vérifier en quelque sorte quelles sont les publications qui me sont associées ou pas. Si par exemple vous constatez qu'il y a eu une erreur, que étrangement il y a une publication qui a été récupérée par votre idéal parce que voilà, quelqu'un a fait un dépôt et pensait que c'était vous, et que vous le constatez soit tout simplement dans la liste des résultats des recherches ou dans votre CV, il suffit juste de cliquer sur la notice, hein, donc sur le numéro d'identifiant, d'accéder, imaginons que c'est pas Amin Chelali, c'est un autre Amin Chelali, d'accéder à la notice, de descendre, de cliquer dans modifier les métadonnées, d'aller dans l'onglet, non pas de compléter les métadonnées du document, mais dans compléter les données d'auteur, et de cliquer pour cet auteur, supprimer, et ensuite de rajouter un autre auteur, par exemple, de rajouter un autre Amin Chelali, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, et de ne pas le prendre celui qui est en vert. S'il n'y a pas d'autres Amin Chelali qui vous sont proposés, vous pouvez ajouter un nouvel auteur, qui sera un autre Amin Chelali. Donc voilà. Bien sûr, ce travail-là, hein, de vérifier, peut être fait par vous, par un tierce, par d'autres co-auteurs, voire même par le référent de votre laboratoire ou par l'administrateur. Mais voilà, c'est toujours un travail constant de vérification qui doit être fait, parce que sinon vous pouvez récupérer de tout et de n'importe quoi. Bon, par chance, le travail réalisé au sein de l'IBISC et de LM2E est un travail qui a été fait très rigoureusement et qui est surveillé à la fois par votre référent Frédéric Daven, hein, qui prend en charge les dépôts dans HAL, qui fait vraiment attention dans les métadonnées qui sont fournies, et un travail aussi fait par les administrateurs qui vérifient en fin de chaque année si tout est bon, pour l'ensemble des laboratoires en général. Donc voilà. Donc là, vous avez créé votre idéal, votre CVAL, tout est bon, vous avez rangé, tout est bien organisé, mais bon, vous souhaitez bien que votre CV soit à la fois compatible pour d'autres outils. Donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez récupérer directement soit via les outils d'exportation, donc voilà, qui sont ici. Alors précision, dans le CVAL, on récupère toutes les publications. Donc toute période confondue, même si vous n'avez pas travaillé dans IBISC. Par exemple, ça peut être le cas si vous avez travaillé avant 2018, imaginons dans un autre laboratoire à Sorbonne, ou que vous envisagez par exemple en 2021 ou en 2022 de travailler pour d'autres établissements. Tout sera affilié. Si vous voulez et vous souhaitez par exemple récupérer les publications de Amin Chelali sous par exemple le travail qu'il a fait au sein du laboratoire IBISC, il faudra tout simplement aller dans Recherche
et lancer une sorte de petite requête, hein, tout simplement. Voilà, vous allez dans Recherche avancée, vous cliquez ici, vous allez, alors c'est un peu compliqué, mais vous allez juste aller dans Auteur idéal numérique, voilà, par exemple là je vais juste préciser Amine-Chelali, je vais rajouter un autre élément, plus, et ici je vais juste préciser collection. Donc ça, c'est les collections. Ça veut dire qu'ici, en mettant collection multivers, je vais préciser Ibisque et non pas affiliation, parce que sinon, on ne va pas récupérer tous les affiliations d'Ibisque, parce qu'il peut y avoir autant Ibisque datant de après 2020 pour les publications qui sont rattachées à Paris-Saclay et à Évry. On veut aussi les publications d'Ibisque auparavant, par exemple avant 2019, tout simplement. Je lance la recherche. Et là, j'ai tous les publications, donc il y a une petite erreur qui a été faite ou pas. Il ne devrait pas y avoir d'erreur pourtant. Parce que là, il y a une petite erreur, parce que techniquement, il devrait y avoir... Je vais relancer la recherche, voir si c'est pas bon. Je vérifie juste une dernière chose. Ah, c'est peut-être... Non. C'est très étrange. Ah non, je me suis trompé. Chaîne de caractères. Oui, parce que le numérique, c'est la série de chiffres en fait qui est associée à votre idéal. Donc voilà, c'est ces chaînes de caractères. Voilà. Vous cliquez dessus et voilà, vous avez 29 publications alors que vous en avez 48 sur le CVAL. Voilà. Donc ces 29 sont des publications associées à Ibisque réalisées par l'auteur Amine Chelali. Voilà. Et vous avez des informations aussi sur le côté. Donc notre objectif par la suite, c'est de créer un ORCID. Pour créer un ORCID, donc, il suffit juste tout simplement d'aller sur ORCID. Donc vous tapez ORCID sur Google et de vous connecter. Je vous encourage tous à créer un ORCID, puisque comme je vous l'ai dit, ORCID est un identifiant unique et pérenne utilisé à l'international et qui va surtout être énormément exploité par les institutions, par les bailleurs de fonds, par les éditeurs pour récupérer des informations. À l'heure d'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez associer un DOI, associer une publication dans une revue en ligne à un ORCID rapidement. Et donc, la plupart du temps, les éditeurs ou les revues vont vous demander votre ORCID pour gagner du temps. Et même les établissements vont généraliser cette pratique, puisque pour récupérer les publications, pour identifier les chercheurs, on va souvent demander des ORCID. Donc je vous encourage à le faire. Juste pour vous rassurer, ORCID, c'est réalisé par un consortium indépendant qui regroupe institutions, laboratoires, institutions de recherche, d'enseignement supérieur à l'international, mais aussi des bailleurs de fonds, des éditeurs et des bibliothèques. Donc vous cliquez sur Sign Register. Si vous n'avez pas encore créé, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte ou aussi la possibilité de passer de la même manière par le lien fédéré via votre institution. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai juste à préciser Université d'Évry. Donc voilà, je continue. Donc là, automatiquement, ça va se connecter. Voilà, et là, je me suis connecté. Et en fait, ORCID, ça sera juste une seule page. Soit vous avez une page qui va rester non visible aux usagers, soit une page de CV qui sera visible aux usagers. Mais la seule chose que verront tout le monde, qu'importe les conditions, ça sera votre identifiant. Donc ici, vous voyez, vous avez cette page-là. Vous avez la possibilité de le rendre public à tout le monde, de le rendre visible partiellement ou de le verrouiller et de ne pas le rendre visible. La seule chose dans les trois conditions qui apparaîtra, c'est que cet numéro d'identifiant sera rattaché à vous. Ça sera vous. Voilà, la seule chose, c'est que voilà, personne ne verra votre CV. Donc là, vous avez la possibilité de changer les noms, voilà, tout simplement. Ici, de changer la version de votre bibliographie. Hein. Ici, donc, vous pouvez introduire de la même manière que dans le CVAL une note d'introduction ou vos compétences. Voilà. Vous pouvez aussi donner des petites informations, si vous souhaitez. Mettre le pays, les mots-clés, et ainsi de suite, et même les boîtes mail. Le plus important, ça sera surtout l'élément principal ici, ça sera de donner, et là ça va être très différent du CVAL, puisque là il va s'agir surtout de mettre en avant
vos compétences, vos qualifications, vos distinctions, mais également les différents services que vous avez rendus, les endroits où vous avez travaillé. Donc c'est vraiment un CV classique. Et donc de la même manière, vous pouvez juste rajouter dans Aid Employment, par exemple, préciser l'établissement, par exemple Université d'Evry pour mon cas. Préciser voilà, vous avez même le champ qui est précisé là. Préciser le département, ça peut être soit votre laboratoire, ou, voilà. Dans mon cas, ça sera bibliothèque. De mettre votre titre, chercheur, enseignant-chercheur, maître de conf, ingénieur de recherche, ingénieur-chercheur et ainsi de suite, même doctorant. De préciser la ville, bon là, tout techniquement c'est automatique. De mettre un lien si vous souhaitez. De mettre une année, un jour et un mois et une année de départ. Et si vous souhaitez, vous pouvez le rendre visible ou invisible. Il n'y a pas d'obligation. Et de le rajouter. Et vous pouvez faire la même chose avec les qualifications, les distinctions, les services et les financements. Mais le plus important pour nous, ça sera surtout, eh bien, tout simplement, les publications. Bah oui, parce qu'on peut rajouter des publications. Soit on les rajoute manuellement, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut les rendre visibles ou invisibles. Voilà. Mais on peut également, donc voilà, vous pouvez préciser le type de document, et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi récupérer via des API les travaux que vous avez déjà déposés, soit dans HAL, soit qui sont déjà présents chez un éditeur comme Scopus pour Elsevier, ou par exemple si vous avez votre bibliographie sous un format comme CSV ou BibTeX. Bon, par exemple ici vous pouvez importer si vous le souhaitez directement votre bibliographie, si vous avez votre bibliographie sous format BibTeX pour gagner du temps. Vous pouvez également exploiter le DOI, vous mettez le DOI comme dans HAL, et ça récupère les informations. Mais, et ça c'est surtout très utile dans notre cas, vous pouvez utiliser Charge and Link, qui va rattacher en quelque sorte à votre compte, vos autres comptes, que ce soit sur Scopus pour Elsevier ou HAL, donc idéal pour HAL, de rattacher ça et de le faire remonter, revenir. Par exemple, dans notre cas, je sélectionne HAL, ça m'ouvre une nouvelle page, il va lancer en fait tout simplement une recherche dans HAL. Donc là, ça mouline un petit peu. Ça mouline très lentement, en espérant que ça va marcher. On va attendre encore. L'envoi de la requête demande pas mal de temps, on dirait. Des fois, ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent. Donc voilà. Bon, là, il y a une erreur. Techniquement, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. N'hésitez pas à relancer. Des fois, le portail HAL peut ramer et donc la requête peut avoir été échouée. Donc vous recommencez. Donc là, ça a lancé une recherche, tout simplement, avec les différentes formes existantes. Et même avec le numéro idéal que vous voyez là. Idéal. Et là, bon, il a fait la recherche à la fois avec tout ce qui porte le nom qui porte mon idéal, mais aussi, pourquoi pas, Adib Kassas ou Adib A Kassas. Donc là, on constate que, et il faudra vous connecter, restez connecté. Et là, vous constatez que il y a une publication, c'est cette publication qu'on a vue auparavant, qui peut être le mien, imaginons. Si c'est le mien, je peux l'envoyer vers Orchid. Si j'avais une liste, j'avais juste à cocher les plusieurs listes et cliquer dans Outils et envoyer à Orchid. Et automatiquement, ça transverse. Là, on va tester par exemple, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, je clique sur Envoyer à Orchid, le document a bien été rajouté. Donc là, après bien sûr, imaginons si vous commettez une erreur, vous pouvez toujours retirer l'article, bien sûr. Ce n'est pas définitif. Donc voilà, c'est présent sur... Voilà. Et si on revoit, là, techniquement, il n'y a rien, mais si je recharge, techniquement, il apparaîtra dans mon page Orchid.
Donc dans votre cas, par exemple, pour vous, ça peut être très utile en fait de gagner du temps et de récupérer toutes les publications qui ont été déjà déposées, de les mettre sur Orchid, par exemple. Vous voyez là, par exemple, directement, c'est récupéré et je peux même, si je le souhaite, supprimer. Là, c'est ce que je vais faire dans mon cas. Voilà. Et il y avait même la possibilité de cacher ou pas les différents travaux. Et je peux faire la même chose, par exemple, avec, dans mon cas, ça sera le cas avec Scopus, qui est juste ici. Là, ça va ouvrir une nouvelle page. Et dans le même cas, ça va me lancer une recherche pour trouver les différentes formes existantes. Donc par exemple, si je commence, là il n'a rien trouvé, mais si je mets juste A Cassas, bah, on va se retrouver avec la même publication. Vous voyez, il a retrouvé plusieurs A Cassas. Donc tranquille. Donc par exemple, je peux voir les différents documents disponibles. Ok, ça peut être intéressant. Je choisis ce nom-là. Je peux choisir plusieurs noms et ça va rattacher et remonter directement à mon HAL, tout simplement. Donc dans le cas ici, je vais éviter parce que je ne suis pas auteur de ces publications, tout simplement. Donc voilà. Donc il suffit juste de valider, next, de choisir votre profil, next. Voilà, est-ce que vous autorisez? Techniquement, oui. Parce que oui, il faut avoir les autorisations aussi. Et ainsi de suite. Donc ça peut être très rapide. En moins de quelques secondes, vous avez déjà récupéré à la fois toutes vos publications dans HAL, toutes vos publications sur Scopus, et au cas où, si vous avez par exemple des communications ou des posters qui n'ont pas été diffusés en ligne et qui ne sont pas présents dans HAL, bah, tout simplement de les récupérer sous un format BibTeX. Sinon, pourquoi pas juste manuellement. Voilà, et de terminer. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le rendre visible ou invisible. Voilà. Et techniquement, les gens, quand ils taperont, voilà, par exemple, si moi, je présente ce lien-là et que je l'envoie à d'autres personnes, eh bien, automatiquement, là, techniquement, ça sera, on va voir, les gens ne verront une page, voilà, ils verront cette page-là, non visible au public, et si je la rends publique, techniquement, là, il ne devrait y avoir aucune information. Parce que j'ai pas mis d'information. Oui, en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas d'information. Donc voilà. Donc voilà. Et bien sûr, vous pouvez imprimer le papier. Alors bien sûr, ici, vous n'avez pas la possibilité de transférer le fichier sous un format BibTeX, Excel, CSV, malheureusement. Puisque là, il y a d'autres types d'éléments qui ne sont pas des publications. Donc voilà, en quelque sorte, vous avez pour cette formation-là, une formation avant tout dédiée dans la création d'un idéal qui va vous permettre de gérer toutes vos publications qui ont été déposées soit par vous, soit par un tiers, soit par le référent du laboratoire dans HAL, de pouvoir en quelque sorte avoir un contrôle dessus et surtout de pouvoir les diffuser et les valoriser via un CVHAL en une seule page et la possibilité aussi de transférer toutes vos publications de HAL vers Orchid pour pouvoir transmettre ces informations-là à vos bailleurs de fonds, à vos financeurs, à vos établissements ou par exemple même à vos collègues si vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai terminé cette petite formation. Si tout est bon, je vais arrêter le questionnaire. Est-ce que vous avez des questions? Arrêtez la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions... Oui, dites-moi. J'ai une question concernant les préprints. Dites-moi. Ce serait plutôt une question concernant la première séance, mais je voudrais savoir si on a déposé un article sous forme preprint, donc avant qu'il soit accepté par le comité de lecture, et ensuite, une fois l'article officiellement accepté, est-ce qu'on peut basculer la version? Est-ce qu'il s'agit d'un changement de version ou il faut redéposer une nouvelle fois? Alors, il n'y a pas de règle absolue, donc ça sera à chacun comment s'organiser. Frédéric, tu t'organises comment, toi, généralement? En général, sur le laboratoire Ibis, les gens vont d'abord, c'est ce que j'avais dit là tout à l'heure, hein, les gens vont déposer, les gens qui font ça, hein, il y a peu de gens font ça, mais
Oui, oui, Ceux qui oui. en fait font un travail préliminaire et qui veulent le rendre public dans HAL, ils vont déposer le travail préliminaire sur HAL en tant que travail préliminaire. Et ensuite, lorsque ils auront sorti leur publication, leur Version revue, officielle. leur revue officielle, c'est un autre document qui va sortir. Donc, ce sont Mhm. deux documents qui sont sortis. Donc, un document de travail qui va être catégorisé comme document de travail et renseigné comme ça sur HAL. Et ensuite, la revue en tant que telle qui a été acceptée. Donc, voilà. Donc, on peut effectivement, dans la revue officielle, on peut remplir simplement les métadonnées et ensuite passer effectivement avec une version auteur sans copyright, la mettre effectivement dans la version effectivement acceptée par la revue. Donc, pour nous, en fait, on utilise deux publications distinctes. D'accord. L'une pour un document de travail avec le document qui est forcément là. Sinon, document de travail, s'il n'y a pas le document, ça ne sert vraiment à rien. Qui sert en fait d'un point de vue tout à fait pratique à dire que oui, nous, on a travaillé sur ce Oui, oui, sujet-là, c'est ça. il est déposé là et ça veut Mhm. dire, bon, il n'y a pas de copyright, mais comme c'est sur HAL, en fait, les gens reconnaissent qu'il y a eu un travail qui a été effectué et on a en particulier pas le droit de le plagier. Hein. Oui. Donc les gens, ils le font pour éviter ensuite, pour dire, voilà, on a fait un travail là-dessus, vous ne pouvez plus le plagier. Voilà. Même si ce n'est pas un Oui. document officiel d'une revue, quand on le dépose sur HAL, il y a quand même un droit qui est en fait le droit à la conservation de. C'est un droit d'auteur avec une propriété de ce qui a été fait par les auteurs qui sont concernés. D'accord. Oui. Donc Oui. ça Mais permet de sauvegarder son travail, de l'exposer quand même. Et ensuite, on fait une deuxième mouture où c'est une version officielle. Voilà. Et dans la ok. version officielle, on va déposer le document pour nous en version préprint, mais accepté dans la revue concernée. Voilà, donc on a D'accord. deux stades. Euh, ok. Ok. Euh, Avoir deux versions différentes pour un article, un Oui, sous forme de prépublication et oui, l'autre sous la forme de version acceptée, à mon avis, peut poser certains problèmes. Parce que si, supposons, un autre chercheur au bout du monde tape dans Google le titre de l'article, il risque de tomber dans la version préprint, sachant que entre la version préprint, prépublication, et la version acceptée, il peut y avoir un changement suivant bien sûr, les conseils du comité de lecture. bien Euh, entendu. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Alors, quand vous allez je peux faire, rajouter des choses là-dessus. Alors, par rapport à HAL, lorsqu'on met lorsqu'on va mettre des documents électroniques dans HAL, donc c'est pas juste des métadonnées, on a des documents électroniques. Il oui, y a, euh, il y a deux choses à retenir, c'est que le document, a priori, on n'a plus le droit de l'effacer, d'accord? Il y a des cas oui, exceptionnels où l'équipe HAL consent à effacer la publication électronique. Donc, a priori, on met un document, on n'a pas le droit de l'effacer. Par contre, si on a plusieurs versions du document, on peut rajouter une version 2, une version 3, une version 4. Les gens vont voir la dernière version. Alors, par hmm, rapport à ce que vous dites, lorsque la personne va rentrer sur HAL et va voir que c'est un document de travail, parce que ça s'appelle un document de travail, la personne sait que ce n'est pas un document finalisé. Elle sait que euh, c'est un document qui a été fait, qui peut être publié en vrai après 2 ans ou 3 ans après. D'accord? C'est ce ben, qui arrive dans le laboratoire IBISC. Il y a des gens qui sont habitués à déposer des documents de travail. Après, il peut y avoir une suite ou pas. On sait que les gens, ils veulent tenter une revue après. Donc, ça marche ou ça marche pas, mais le document de travail va rester sur HAL et on sait ce que ça vaut un document de travail. Donc, c'est un document
qui signifie que les gens travaillent sur quelque chose, mais qui n'a pas été validé par un comité scientifique d'une revue. Voilà. Donc, ça vaut ce que Ouais, ça vaut. Voilà. ouais. Alors, Mais, lorsqu'on mais effectivement fait une publication dans une revue et qu'elle a été acceptée, on sait que ce document électronique, même, bon, on va donner la version alors, auteur pour nous, parce que c'est un préprint. On sait que dans la grande partie, il a été validé par un comité de lecture dans une revue qui est bien déterminée. Voilà. Alors que le document de travail à la base, on ne sait pas dans quelle revue il a été donné, s'il a été donné dans une revue ou pas. Les gens qui font ça sur Ibisque font ça avant de l'avoir envoyé à des revues. Donc, c'est ouais. juste pour dire, voilà, nous, on travaille là-dessus, c'est notre travail, c'est Je notre comprends. propriété. Je comprends. Donc, vous n'avez pas le droit de le copier tel que, vous n'avez pas le droit de faire de Moi, plagiat là-dessus, mais nous, on ne l'a je pas comprends. encore publié dans Ouais. une revue. Voilà. Je Donc, on est fait. propriétaire de ce qu'il y a dedans. Ouais, je comprends tout à fait. Enfin, me paraît parfaitement clair. La situation que je souhaite qu'on évite en particulier, c'est par exemple quelqu'un au bout du monde, hein, au Oui, bien Chili, sûr. un chercheur, qui tape le Oui, titre de l'article dans Google, et oui, quelqu'un qui ne connaît rien sur HAL, son fonctionnement, oui, etc., et il tape juste le titre de l'article, ce qui peut être tout à fait possible. Bah, il tombe oui, tout à fait. directement dans la version, mais au lieu d'être la version officielle, mais il tombe directement sur la version preprint. Il récupère, il le lit, alors que ce n'est pas la version Tout définitive. à fait. Tout à fait. Et là, c'est même pas une version préprint, hein, ce que vous dites là, c'est un document de travail. Oui, c'est un document de C'est-à-dire travail. que On ne peut pas c'est une en même temps. étude en fait des Oui, chercheurs à un instant T de leur travail de recherche. Ils oui. décident de le publier sur HAL, comme ça. C'est même pas un préprint, Un ça peut être pré-publication. largement avant un préprint. Voilà. Et ensuite, C'était par effectivement, exemple la version qu'on ils vont envoie effectivement au pouvoir journal. publier un document qui peut avoir le même titre. D'accord? Et là, Oui, ce sera une version officielle. Je comprends votre question. Et là, ensuite, ça dépend en fait effectivement de la volonté des chercheurs de vouloir mettre en valeur un document de travail ou alors attendre tout simplement qu'on ait la version finale, voilà, ouais, le ouais. travail soit accédé dans une revue et qu'on Dans le ce publie cas-là, sur HAL quand c'est euh, fini. voilà, si je comprends bien, la meilleure solution, c'est peut-être attendre l'acceptation de l'article pour le déposer dans HAL et ne Ouais. pas La plupart des gens, déposer alors en la plupart des gens, donc c'est pré-publication. moi qui dépose, hein. Mais alors moi, comme c'est moi qui dépose, comment je fais pour savoir? C'est Scopus qui va me prévenir qu'il y a quelqu'un du laboratoire EBIS qui a une nouvelle publication. Mhm. Voilà. Et donc les revues en général préviennent lorsque, donc évidemment, l'article a été accepté dans la revue, d'accord? Donc elle ne va pas prévenir lorsqu'un article est en validation par un comité d'experts, hein. Il prévient quand un article a été accepté, euh, mais en général, donc il est publié en version, d'abord non en version électronique, et ensuite il va paraître dans un issue. Et l'apparition dans un issue, ça peut avoir lieu 1 à 2 ans après. Oui, Voilà. Et donc moi, je mets à jour les choses. Donc, lorsque je vois ça, donc je le mets sur HAL. Donc, on sait oui, que c'est que l'article est l'article est déjà accepté. publié. D'accord, il est accepté, il n'y a aucun souci, il est Oui, accepté. oui, C'est peut-être pas la version définitive. La version définitive sera celle qui paraîtra dans un issue. oui. Voilà. Là, c'est vraiment la version définitive. Voilà. Mais en tout cas, la première version, qui est la version électronique, est une version acceptée. Donc moi, je ne mets pas par moi-même des documents de recherche, hein, des documents de travail. Il y a des chercheurs qui travaillent comme D'accord. ça. Il y en a peu, hein, chez nous, il y en a peu. Des documents de travail, on en a peut-être 2 par an pour plus de 50 chercheurs, hein, on en a peut-être 2 par an. Il y a des gens qui aiment bien faire ça. Mhm, La plupart des autres ne font pas ça. Mm. Voilà, mhm. la plupart des autres ne font Ok. pas ça, Ce hein. qui, ce qui, ce qu'il faut, Donc moi, je comprends votre, ce qui, votre problème.
moi, je serais assez d'accord avec vous, voilà, par rapport à ce point. Mais l'autre point peut aussi se défendre, hein. Je pense que c'est des gens qui veulent montrer qu'ils ont des idées, mais qui n'ont pas encore trouvé en fait un moyen de les publier. Hmm. Voilà. Et Et effectivement, mettre les choses sur Al, euh, ça De permet diffuser d'une de certaine manière. prendre date par rapport à la communauté de chercheurs et dire nous, on travaille là-dessus, voilà ce qu'on fait, et c'est notre travail. Vous n'avez pas à le piquer. c'est C'est plus possible après, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. c'est ça. Même si c'est pas copyrighté. Et puis, ce qu'il faut Après, on peut en savoir, parler dans une revue, hein. Les gens qui font ça, ils pensent, ils prennent date. Grâce à Al. Al ne sert pas à ça, mais les gens l'utilisent, en tout cas sur Ibis, l'utilisent pour ça. Dit, nous, on a fait quelque chose, on n'a pas encore trouvé une revue pour le publier, mais on prend date avec notre communauté, voilà ce qu'on a fait, voilà nos idées. Voilà. C'est comme ça qu'ils le prennent. Voilà, c'est ce que je peux ajouter sur ce point. Ok. donc voilà. Oui, voilà à peu près tout. Vous avez d'autres questions ou pas? Ça ira. C'est parfait. Merci. Alors, je vais couper, arrêter le film